Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve pour une vidéo sur un sujet que je souhaitais vous faire. Donc c'est investir en bourse sur du long terme et sans expérience. Donc j'ai repris une idée de Warren Buffett, que vous voyez ici à l'écran, le célèbre investisseur mondialement reconnu, certainement l'un des meilleurs, et qui dit: en général, je recommande aux particuliers d'investir dans un fonds indiciel S&P 500 à faible coût. Et donc cet homme-là, c'était le conseil qu'il avait donné pour ses actionnaires, donc de sa fondation, de sa société Berkshire Hathaway, qui est cotée en bourse aujourd'hui aux États-Unis à plusieurs milliards de dollars. Donc elle fait partie des plus grosses sociétés du monde. Alors donc l'idée me vient d'un collègue de travail et il me demande voilà comment il peut investir sur de long terme en prenant en compte certains paramètres, c'est-à-dire donc pas d'expérience sur les marchés financiers. Lui, il veut investir sur du long terme, donc il me donne un exemple de 20 ans. Un investissement rapide et peu coûteux en temps, donc il n'a pas envie de passer sa vie devant son compte et les graphiques. Et un investissement sur le PEA. Donc un ETF S&P 500 me semble être un excellent produit afin de répondre à ses attentes. Seul petit bémol, les meilleurs ETF S&P 500 ne sont pas éligibles au PEA. Mais on va quand même en avoir de bons. On va contourner le système. Donc nous verrons ce qu'est un ETF S&P 500. Et comme ce collègue n'a pas d'expérience en bourse, il faut donc le diriger vers des courtiers dont il aura confiance et sans passer par son banquier, qui lui fera payer des frais qui impacteront trop la performance et qui ne vendra pas le même type de produit. C'est-à-dire que le banquier, lui, il va agir pour l'intérêt de sa banque et son intérêt. Nous ici, ça ne va pas nous intéresser parce que les frais vont trop impacter la performance de notre plus-value. Donc, ce que je vous conseille de faire, par exemple, c'est de passer ce que je vais lui conseiller en tout cas, c'est de passer chez la banque en ligne Boursorama, qui est une filiale de la Société Générale. Voilà, donc comme ça, il a le côté de la confiance qu'il apporte à sa banque. Boursorama ne va pas faire faillite, même si elle passe de la Société Générale à une autre banque, c'est pas un gros souci. Et les frais sont quand même relativement intéressants. Donc là, vous avez le graphique du S&P 500, parce que nous, on va prendre un actif financier dont le but est de répliquer l'indice américain, le S&P 500. Donc là, vous avez cet indice avec pour cet indice en pourcentage. Donc vous voyez que depuis sa création en 1957 jusqu'à aujourd'hui, on a fait plus 8185%. Donc là, vous voyez que c'est un indice qui est quand même en forte tendance haussière, que malgré les cracks boursiers, on arrive quand même à retrouver de nouveaux plus hauts. Donc là, vous avez le même graphique sur une échelle logarithmique. Donc vous voyez, on a vraiment un indice très puissant. Le S&P 500, c'est l'indice américain le plus suivi au monde, le plus solide. Il a en fait... l'indice du S&P 500 reflète les 500 plus grosses sociétés cotées en bourse aux États-Unis, cotées dans les bourses américaines. Donc qu'est-ce qu'un ETF? Donc là, je vais vous mettre une série de slides. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir les lire plus calmement. Je vais vous les résumer. Donc là, c'est quand même important. Donc je vais vous le lire en même temps. Donc qu'est-ce qu'un ETF? L'AMF, donc les gendarmes qui sont connus comme ça, comme les gendarmes des marchés financiers, elle donne cette définition-là. Les ETF sont des fonds indiciels cotés en continu et négociés en bourse de la même façon qu'une action, quelle que soit la gestion mise en place. Ils ont tous le même objectif, répliquer à la hausse et à la baisse l'évolution du sous-jacent, indice ou actif. Par exemple, si vous achetez un ETF sur l'indice CAC 40 et que l'indice CAC 40 baisse, la valeur de votre ETF baissera dans la même proportion. Donc voilà, on va voir ici en résumé, de façon vulgarisée, simplifiée, ce qu'est un ETF et les ETF que nous allons prendre, de façon, comme ici le public est un public amateur, débutant sur les marchés financiers, on va essayer de ne pas les perdre en cours de route et de leur simplifier la vie. Mais il faut quand même qu'ils sachent dans quoi ils investissent.
Donc voilà, là vous avez les slides. Donc qu'est-ce qu'un ETF? Je vous laisse mettre des pauses pour pouvoir lire tranquillement les slides. Alors si je peux vous aider un peu, de toute façon tout est très bien expliqué dans ce que je vous ai mis. Vous pouvez retrouver la source de mes slides ici, c'est toujours indiqué en bas, c'est sur le site épargnant 3.0. Donc épargnant 3.0, c'est l'auteur est un homme qui s'appelle Édouard Petit. Et il a créé un livre, il a créé quelques livres, dont un que j'ai ici sous la main, qui s'appelle Créer et piloter un portefeuille d'ETF. Donc ce bouquin-là vous servira pour vous apporter tout un tas d'informations très, très importantes et très intéressantes sur les ETF, de façon à vous construire un portefeuille donc pour du long terme. Ici, l'objectif de la vidéo n'est pas de vous donner, de vous conseiller la création d'un portefeuille équilibré. On va dire, souvent les portefeuilles vont comporter par exemple des actions, des actifs à risque, donc actions, mais certains vont prendre des obligations, des matières premières comme l'or, l'argent, tout ça. Ici, c'est pas du tout le sujet. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, on a un public amateur. Donc on va essayer de ne pas trop complexifier la chose. Si vous souhaitez investir dans de l'action, des obligations, des matières premières, il vous faut un capital conséquent, d'accord? Donc ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il faut être quand même au courant des marchés financiers, tout ça. Donc là, on va vraiment simplifier. On va investir dans 2 ETF très rapides, ou un selon vos envies. Et voilà, on simplifie grandement la chose. On va pas non plus chercher des actions. En fait, en France, on a beaucoup la culture du on achète l'action et on fait le rentier, on voit en fonction des dividendes. Là, c'est pas du tout le sujet non plus. Comme on va le voir dans cette vidéo là, donc on va essayer de jouer la plus-value des indices américains. Pourquoi? Parce qu'on va pas demander à un amateur qui n'y connaît rien en bourse de faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire d'aller chercher lui-même des actions individuelles et d'investir dedans. Pourquoi? Parce que déjà il n'a pas les connaissances, il n'a pas le temps pour le faire et ça ne l'intéresse pas. Donc certes, moi quand mon collègue est venu, il m'a dit voilà, est-ce que je peux mettre dans Total? Vous voyez, c'est la première chose. Mais enfin, s'il n'y connaît rien, c'est pas du tout là où il faut l'orienter. Même s'il y a des dividendes, voilà, si vous allez toucher 5% de dividendes par an, c'est pas non plus énorme. C'est pas non plus énorme, 5% par an, si vous n'avez pas, je sais pas, 100 000 euros. D'accord? Et en même temps, il faut savoir que l'action, le cours de bourse peut chuter. C'est-à-dire que si mon collègue achète dans Total et que voilà, lui, ça n'intéresse pas la bourse, mais il met dedans parce qu'il pense que, avec les clichés d'investissement dans la bourse, j'achète du Total, je ne sais pas pourquoi, mais mon collègue sera exposé à ce qu'on appelle le risque spécifique, c'est-à-dire que on l'a eu sur Renault il y a quelques années, le PDG part en prison, bah, le cours de bourse chute, d'accord. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas voilà, aller sur une action même précise, ça va être trop compliqué pour lui. Donc on va viser de l'indice américain comme je vous ai présenté précédemment, qui font de merveilleuses plus-values, et les dividendes, on s'en fout, c'est pas notre objectif. Les ETF que je vais vous montrer donnent des dividendes, c'est en dessous de 2-3%. Donc vous voyez que c'est pas énorme, mais on va beaucoup plus gagner en plus-value à côté. D'accord? Vous verrez que le manque de culture financière fait que beaucoup de Français se trompent sur des actifs à investir, et qu'on a des actifs très ingénieux, très simples et très safe, c'est-à-dire où le risque est limité et qui sont de merveilleux produits. Et ça, votre banquier ne vous le proposera pas forcément. Donc l'avantage des ETF, on peut reprendre le slide, c'est qu'ils sont peu chers. D'accord? En général, vous allez avoir des fonds traditionnels, vous investissez votre argent chez quelqu'un, mais il va vous prendre des commissions parfois importantes. Et en France, c'est aux alentours de 2%. Nous, notre ETF, ça va être du 0,4% par an, un grand maximum. Les ETF que je vous présente ici, ça va être du 0,15% pour un ETF S&P 500. Et on verra un second ETF qui représente 0,3% par an. Donc on est bien loin des 2%. Et moins vous avez de frais, et bien, plus vous gagnez d'argent. Pour faire simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà,
l'ETF ici, son objectif, c'est de suivre un indice, c'est de répliquer le cours d'un indice d'un sous-jacent. Donc comme l'AMF vous l'a expliqué, il y a le CAC 40, vous connaissez tous. Si le CAC 40, si vous investissez dans un ETF, si le CAC 40 fait 4%, et ben l'ETF lui va monter aussi de 4%. Voilà, c'est son objectif, c'est de réaliser la même performance que l'indice en question. Donc nous, ça va être un ETF d'un indice américain qui s'appelle le S&P 500. Donc quand le S&P 500 monte de 10%, l'objectif du fonds, donc de l'ETF, c'est un fonds dans lequel nous allons investir, c'est de réaliser la même performance, donc 10%. Donc ça, j'espère que c'est bien compris. C'est la base. Alors, qu'est-ce que le slide vous raconte d'autre Je vous laisse lire les slides tranquillement. Et de toute façon, mettez pause pour les relire à votre rythme. Donc voilà, slide suivant, l'intérêt des ETF. Donc tout est très bien expliqué, donc je ne vais pas vous relire par-dessus. En fait, là, je reprends la vidéo parce que je l'avais fait une première fois, mais comme tout est déjà bien expliqué à l'écrit et que vous savez lire, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas relire par-dessus pour pas vous embrouiller l'esprit. Et donc là, vous êtes tranquille. Voilà, je vous laisse lire. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce graphique-là. En gros, là, vous avez donc des ETF qui réalisent des performances toutes plus intéressantes que même les meilleurs fonds d'investissement au monde. Vous voyez, même les meilleurs fonds d'investissement au monde, sur une période de 5 ans, ils ne réalisent pas de meilleures performances que les ETF. Pourquoi? Parce que les ETF répliquent les indices d'une certaine manière et vous avez des frais très réduits et les petits frais font que ça crée des différences notamment encore plus importantes. Et plus vous allez augmenter la période de temps, plus les ETF vont réaliser un écart de performance par rapport au fonds classique. Donc là, est-ce qu'on a du texte intéressant que je pourrais vous lire? Non. Donc slide suivant. Donc voilà la transparence au niveau des ETF, c'est-à-dire que vous savez dans quoi investit le fonds et vous connaissez donc la stratégie du fonds. Voilà, ça ne va pas vous la mettre à l'envers. Donc les émetteurs d'ETF, vous avez iShares, donc c'est BlackRock, si vous avez entendu parler pour les retraites. Et sinon, voilà, vous avez des grosses banques qui vont créer des fonds qui vont gérer les ETF. Vous voyez, l'Ixor, donc la filiale de la Société Générale, ils vont créer un ETF qu'on va voir un peu plus tard. Donc le fonctionnement des ETF, vous avez plusieurs méthodes de réplication. La plus connue, c'est la réplication physique, c'est-à-dire que l'ETF va acheter physiquement des actions de façon à répliquer au plus possible un indice boursier. Ensuite, vous avez la réplication physique partielle et la réplication synthétique qui vous permet de vous exposer à des indices non européens dans votre PEA. Donc, je vous laisse lire le slide, mettez pause et ensuite on va passer au suivant. Ok, donc là on a le suivant. Donc la détermination du prix en bourse. Je vous laisse lire pareil. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des trucs intéressants à vous préciser. Donc là, sélectionner un ETF, les critères pour choisir un ETF. Donc là, l'auteur vous dit, la première chose est clairement et de loin de savoir sur quel indice on désire investir. S'agit-il d'un indice suivant les grandes capitalisations américaines, donc là c'est le cas de notre exemple, ou les petites capitalisations de la zone euro? La différence de performance entre divers ETF est très faible. La méthode la plus simple pour sélectionner un ETF est de prendre des ETF avec un cours correct, donc c'est supérieur à 100 millions d'euros, et à des frais pas trop élevés. Donc il vous faut un ETF liquide,
Donc plus on a d'argent dans ce fonds-là, plus vous pourrez acheter et vendre au bon prix, au prix que vous souhaitez, et plus vous pourrez sortir également de votre position. Et il faut aussi que l'ETF ait des frais qui ne soient pas trop élevés. À savoir qu'en général, voilà, en tant que particulier, vous n'aurez jamais, si vous partez sur des ETF à plus de 100 millions d'euros, vous n'aurez quasiment aucun problème pour avoir l'ETF au prix que vous souhaitez. D'accord. C'est voilà, si vraiment vous commencez à poser des lignes de plusieurs centaines de milliers ou des millions d'euros pour rentrer à tel prix précis, là vous n'aurez pas forcément le prix que vous souhaitez précisément. Donc je passe sur le slide suivant. Donc là c'est très important, le risque lié au tracker. Voilà, il vous donne les différents risques. Donc là il y a le risque que le fonds fasse faillite. Encore une fois, voilà, ça, les ETF que je vais vous donner moi, il n'y a pas énormément de chances que ceux-ci fassent faillite, hein, très honnêtement. Pas plus qu'un fonds classique d'ailleurs. Donc là vous avez le risque de décorrélation par rapport à l'indice suivi. Donc là, de toute façon, l'auteur vous expliquait qu'il y a des gens dont le rôle, c'est de répliquer au plus possible votre indice de référence, votre sous-jacent. Moi, j'ai déjà eu des écarts importants de performance, mais c'est pas exactement sur les mêmes produits. Ça va être sur un ETP. C'est en gros mon fonds, il va essayer de répliquer l'indice. Ce que j'avais pris, c'était l'indice du cours du baril WTI, donc le crude oil. Et voilà, ça fonctionne différemment. Mais tant que vous restez sur des ETF par exemple physiques ou des gros ETF bien liquides, en général, il n'y a pas trop de problèmes. De toute façon, on va voir ça un peu plus en détail sur les produits que je vais vous montrer. Donc ici, on a... Donc je vous laisse voir. Ici, on a un paragraphe parce qu'en fait, l'auteur est un homme qui fait de l'investissement à long terme. On n'est pas sur un profil de trader à court terme. Donc là, il vous dit, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ETF n'est pas nécessairement un danger en soi. Ce qui est potentiellement un risque, c'est ce dans quoi investit un ETF. Il est clair qu'un ETF en petite capitalisation vietnamienne va être plus risqué qu'un ETF en grande capitalisation américaine. La bourse fait des hauts et des bas, les actions peuvent baisser rapidement de 30 et même de 50%. C'est clairement ce qu'on a pu vivre dans les différents cracks boursiers. Mais il faut aussi rappeler que la bourse a une performance exceptionnelle sur le long terme. C'est une opportunité à ne pas manquer. Donc c'est ce qu'on a vu au tout début de la vidéo avec les différents indices que je vous ai présentés. Donc là vous avez l'historique et et là vous avez un ETF classique, l'un des plus gros, le SPDR S&P 500 ETF Trust. Donc c'est un ETF sur le S&P 500, c'est à peu près ce qu'on va prendre, sauf que lui, il est physique et voilà, il y a 200 milliards d'actifs sous gestion. Donc c'est énorme. Nous, on va devoir prendre un autre ETF parce que celui-là n'est pas éligible au PEA pour des questions de réglementation. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails. Donc on rentre, voilà, là ça devient un peu plus intéressant. Donc quel ETF choisir? Alors ici vous avez donc le BNP Paribas ESI S&P 500 UCITS machin ETF. Donc là on est en classe d'actifs actions. Donc notre indice de référence c'est bien le S&P 500 Composite. Qui contient 505 positions et on a comme actif 3453 millions d'euros. 3400 millions d'euros sous gestion. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on n'aura aucun souci de liquidité. Ça, bon, c'est un peu compliqué quand on n'y connaît rien. Là, vous avez la performance sur un an. La performance annualisée qu'on va voir un peu plus tard. Donc ici vous avez un graphique, en noir c'est votre indice de référence, donc le S&P 500, d'accord, et c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo, et en vert vous avez la performance de votre ETF, et vous voyez que c'est quasiment similaire, d'accord, donc on a plutôt un bel ETF, et très souvent il va même battre son indice de référence.
Donc un peu plus bas, vous avez donc le fonds, ça c'est votre ETF, et l'indice de référence, ici le S&P 500. Et vous voyez que par exemple, donc là on a des belles performances, en plus avec la reprise après Covid, l'indice réalise de belles performances, on est soutenu par les banques centrales, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez que sur un an, on fait 17,3% de performance. Donc à ça, vous soustrayez vos frais de gestion. Donc là, les frais sont intéressants parce que cette ETF là a des frais de 0,15% par an. Donc vous voyez que vous faites plus de 17% en un an. Sur 3 ans, vous faites 39%. Et sur 5 ans, vous faites 111%. Donc là, on est beaucoup euh, plus au-dessus qu'un simple PEA déjà. Enfin, qu'un simple livret A, pardon. Et qu'une stratégie sur action avec dividende, dont on aura en plus des risques propres à la faillite d'une action. Là, on est sur un indice, donc c'est beaucoup plus safe. Et vous voyez qu'on a des rendements vraiment très intéressants. Et c'est là, si vous voulez, que la culture financière en France est dramatique, parce que vous avez des merveilleux produits comme cela qui ne sont pas connus. Donc là, vous voyez que les performances en calendaire, en 2019, il y avait une performance de 30%. En 2018, donc on a eu une bonne baisse quand même en fin 2018. Donc là, on fait que moins 5%. Donc c'est-à-dire que vous investissez par exemple, je vais dire 10 000 euros, vous perdez 5%, ça vous fait... oh putain, je suis fatigué, excusez-moi, ça vous fait 500 euros. Et là, vous voyez qu'en 2017, vous faites du 21%, en 2016, vous faites du 10%. D'accord? Donc, vous battez largement le livret A et vous battez les rendements des autres, les dividendes d'autres actions françaises, très largement. Donc là, vous avez la composition d'un ETF. Donc cet ETF là est composé à 6,73% d'Apple, à 5,59% de Microsoft. Donc lui, il va acheter des actions de façon à répliquer au mieux possible son indice. Donc ici, vous avez la répartition par secteur. Donc bien naturellement, la technologie d'information, donc les secteurs tech, représentent le plus de pourcentage à hauteur de 27%. Ensuite, vous avez la santé 13%, etc. etc. Donc là, vous avez encore d'autres informations. Voilà, le gérant, c'est la BNP Paribas, donc là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est fiable. ETF créé en 2013, code ISIN, très important. Ça, c'est le code, c'est le nom de votre ETF en langage codé. C'est-à-dire que vous pourrez le retrouver sur Internet sous ce nom-là partout, assez facilement. Donc quand vous irez, par exemple, chez Boursorama, vous connectez à votre compte, vous avez une barre de recherche, et dans la barre de recherche, vous copiez-collez ça, vous mettez ça, et donc vous tomberez directement sur votre ETF. Et donc là, vous avez d'autres informations. Ici, vous voyez les frais courants réels. Ça, c'est des fiches descriptifs. Quand vous allez sur des sites internet pour voir votre ETF, vous avez toujours des fiches descriptifs avec différents noms. Et donc, vous avez toutes ces informations-là. Et là, par exemple, on a frais courants réels. C'est 0,15% par an. Donc, vous voyez qu'on bat très largement les 2% par an que peuvent vous prendre certains fonds. Voilà, donc là, vous payez 0,15% de frais par an. Frais d'entrée max 3% et frais de sortie max 3%. Donc c'est aussi très abordable. Vous voyez que chez votre banquier, déjà vous n'allez pas avoir le même produit, mais vous aurez des frais beaucoup plus importants. Ici 3% à l'entrée et 3% à la sortie, c'est intéressant. Vous voyez par exemple si vous faites 100% en 10 ans, et bien vous sortez votre position, vous sortez 3% des 100% que vous avez fait. Donc sur 100 000 euros, admettons vous avez gagné 100 000 euros, vous retirez 3 000 euros. Alors, slide suivant. Donc là, voilà, un deuxième ETF que je peux vous conseiller. C'est l'Ixor PEA Nasdaq 100. Donc c'est un ETF qui va essayer de répliquer l'indice Nasdaq 100. Donc c'est un indice très connu, encore très fort.
des valeurs technologiques américaines. À savoir, parce que lui est un peu plus volatile comme indice, c'est-à-dire volatile, ça veut dire qu'il va faire, par exemple, quand le S&P va faire plus 10%, lui il va peut-être faire même plus 15%, plus 20%, mais ça fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand le S&P va perdre 10%, bah lui il va peut-être perdre 15%, 20%, d'accord? Bon là c'est vraiment, à titre d'exemple, c'est très imagé, mais c'est pas vraiment ça, ok? Donc là, on a un risque spécifique sur un secteur, ok? Qui est le secteur technologique. Mais si vous y croyez, si vous croyez aux sociétés dans la technologie, vous investissez dedans et on verra tout de suite après le cours de l'indice en question. Donc là, on a une performance cette année de moins 1,67. On a en encours sous gestion 108 millions d'euros. On a des frais de 0,3% par an. Donc vous voyez, c'est encore très très intéressant. Et on a un code ISIN ici que vous pouvez prendre. Le ticker c'est là. Donc vous voyez là, PEA, oui. De toute façon, c'est marqué dans le nom. Quand vous avez PEA dans le nom, c'est qu'il est éligible au PEA. Donc là, vraiment, c'est la stratégie pour avoir des ETF indiciels américains, donc très intéressants, qui sont éligibles au PEA. Date de lancement 2014, donc devise de référence en euros. Donc c'est un fonds, voilà, vous allez avoir l'euro pour acheter cet ETF là. C'est pas des dollars. Et voilà, c'est les 102 millions d'euros. Ensuite, donc là, vous avez le Nasdaq, le cours du Nasdaq, qui est à peu près similaire au S&P 500, mais en plus volatile. Donc là, vous avez le graphique du Nasdaq, donc de cet indice-là, pardon, en pourcentage. Donc là, on voit que depuis 1983-86 à aujourd'hui, l'indice fait plus 10 000%. D'accord? Donc on est bien au-dessus des rendements sur dividendes. Ici, on a la grosse crise de 2000, donc une crise assez importante. Maintenant, c'est ça. Quand vous êtes des amateurs, l'avantage du long terme, c'est que vous êtes moins sujet en fait aux crises à court terme. Il faut maintenir la position. Alors, quand vous n'avez pas l'habitude, quand vous êtes débutant en bourse, le marché fonctionne de manière très psychologique et il faut que vous acceptiez, si vous souhaitez faire de l'investissement sur 20 ans, il faut que vous acceptez le fait de voir votre compte avoir une moins-value par exemple de 20-30%, de perdre de l'argent. Mais c'est temporaire. Sur les actifs que je vous présente ici, vous voyez qu'à chaque fois, il faut attendre pour retrouver son niveau. Donc là, c'est exceptionnel, on a 2000. Pour retourner au niveau d'au-dessus de 1000, il a fallu attendre 20 ans. Vous voyez, c'est assez énorme. Mais si vous achetez au plus haut, après les années 2000, vous voyez qu'on est toujours en tendance haussière. Et de toute manière, ça c'est plus sûr que prendre une ou deux actions. Parce que si vous prenez le CAC 40, et ben depuis les années 2000, il y a bon nombre de sociétés qui ne sont plus cotées au CAC 40, qui ont fait faillite. Et donc là, vous avez perdu votre investissement initial. Ici, vous avez toujours votre investissement initial tant que vous n'avez pas vendu votre position. D'accord? Donc là, vous voyez que vous pouvez avoir relativement confiance en cet indice-là. Et lui, il va continuer à exister dans le temps. Il ne va pas faire faillite comme une action. D'accord? Et vous voyez qu'il réalise plus de 10 000%. C'est énorme. Ok? Là, vous avez le même graphique en logarithmique. Le même indice en logarithmique. Ok, et donc là, vous avez donc la fiche descriptive de votre ETF ici. Alors, pareil que l'exemple d'avant, ici vous avez la courbe de votre indice plus de l'ETF. Et vous voyez que les deux courbes sont superposées. Là, vous avez les allocations géographiques de l'indice, donc naturellement principalement aux États-Unis, et l'allocation sectorielle de l'indice. Ici, encore une fois, vous avez la différence de performance. Et donc là, il faut mettre en troisième l'écart de performance. Vous voyez que sur 3 ans, vous avez un écart seulement de 0,67% de réussite et sur 5 ans de 1,73%. Ce qui est relativement très très correct, surtout quand on voit que en 5 ans,
votre ETF a pris 177%. C'est énorme, ok. Et donc là, vous voyez, c'est magique, quoi. C'est de très très bons produits, ok. Donc là, vous avez encore les performances par année, etc., etc. Donc ici, on a le nom, classe d'actifs, action, type, ok. Et là, vous avez un ETF en dollars. Devise dollars, tac, tac, tac. 10 principales valeurs. Donc on retrouve, là, ça va être des GAFAM, très principalement, donc des valeurs technologiques. Ok. Et fin de la vidéo, fin du slide. Donc, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour moi, c'est le meilleur placement à faire pour ce qu'on appelle donc un bon père de famille qui veut pas se prendre la tête et voilà, qui veut placer chaque mois ou tous les 3-6 mois de l'argent. Là, vous n'allez pas perdre votre somme intégrale. C'est pratiquement... Il n'y a jamais de certitude sur les marchés financiers, mais c'est pas comme une entreprise. C'est beaucoup plus intéressant de jouer là-dessus. Et vous voyez que même sans jouer les dividendes, parce que les stratégies de dividendes sont faites par des gros comptes, des grosses capitalisations. Vous, à mon avis, ceux qui regardent la vidéo, vous n'allez pas avoir 200 000 euros de gestion ou plus. Ok. Donc, investissez dans des ETF sur des indices boursiers américains. C'est très intéressant. Les performances sont quand même relativement très bonnes. Et puis voilà. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, en commentaire. Et puis passez une bonne journée. Au revoir.